L'invité de Paris Direct aujourd'hui, c'est vous, Agnès Grossman. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes journaliste, auteur de documentaires et d'ouvrages historiques. Vous signez chez Hors Collection ce livre, Le Monde avant MeToo, avant la déflagration Weinstein. Une centaine d'images d'un XXe siècle, images de femmes dans les histoires populaires, dans la publicité, dans le cinéma, dans les illustrations, qui, dites-vous, ne seraient plus admises aujourd'hui. Je ne vous cache pas, Agnès Grossman, que ce livre est resté sur mon bureau pendant quelques jours. Je ne vous dis pas le nombre de hauts indignés que j'ai entendus de gens le feuilletant, et pas que des femmes. C'est une bonne piqûre de rappel de ce qui s'est fait pendant longtemps, notamment dans la publicité. Le monde de la consommation depuis les années 50 a été dominé par le désir et par la toute-puissance masculine. Absolument, absolument. Comme si c'était un monde qui était construit par le désir masculin et comme si les femmes étaient montrées uniquement dans le but de créer le désir chez les hommes. Alors on va en voir quelques-unes de ces illustrations. On commence dans les années 50, influencée, dites-vous, par les westerns de John Wayne. Cette femme se prend une fessée par son mari car elle lui a fait un mauvais café. Une autre, une femme qui est à genoux devant lui. C'est tendancieux, c'est tendancieux. Voilà, à genoux devant lui, j'aime que tu fumes la pipe et j'adore l'arôme unique de cette marque de tabac. À la fois le corps des femmes et sa place supposée à la fois dans le foyer et dans la société a été utilisée pendant des années pour vendre absolument tout et n'importe quoi. Absolument. D'ailleurs là la femme elle est à genoux, elle est en idolation devant l'homme qui à l'époque était celui qui travaillait, qui rapportait au foyer la pitance. Donc il y avait une espèce de... Les femmes étaient complètement dépendantes de lui et le regardaient comme un dieu et ça c'est encore une pub gentille. Il y a des publicités où l'homme est complètement glorifié. Enfin gentil dans une société puritaine comme l'étaient les années 50, on comprend bien la référence. On comprend bien où ils veulent en venir. C'est vraiment une certaine idée du bonheur conjugal et la femme à genoux et l'homme qui la regarde même pas d'ailleurs. On va en voir une autre pub de 1950 pour une marque de cravate. Montrez-lui ce que c'est qu'un homme, un monde d'hommes. Mais c'est exactement ça. C'était un monde d'hommes dominé par les hommes où on dit aux hommes, messieurs, soyez dominants. Donc achetez nos cravates, parce qu'avec nos cravates, vous allez être dominants, donc des vrais hommes. Et aux femmes, ben, vous mettez-vous à genoux et fêtez votre homme, vous serez des vraies femmes. C'est vraiment l'adéquation virilité, domination, féminité, soumission. Dans un monde construit par le désir masculin, on va faire un saut dans le temps avec une pub pour une glace qui date du début des années 2000. Sans équivoque, là encore, ça fait quand même, cette pub-là, elle n'a pas 70 ans, ça fait pas si longtemps, 2000 ans. Non, moi j'ai grandi, je suis un petit peu plus âgée que vous, j'ai grandi devant. Et c'est vrai que, bon, je ne voyais pas le côté... Il y a toujours quelque chose d'érotique. Il y a toujours quelque chose pour susciter le désir des hommes. Comme si, une fois qu'on a suscité ce désir, donc forcément, on suscite en même temps une frustration, puisque, bon, ils sont devant ces affiches, ils peuvent avoir du désir. Que faire de ce désir? Et la solution, c'est acheter cette barre glacée qui va, voilà, contempler leur désir. Pour être viril, il faudrait consommer, et cette virilité ne s'exprime quasiment qu'exclusivement dans le champ sexuel. Absolument, absolument. Combien de publicités on a vu dans les années 2000, on ne voyait qu'un bout de sein, qu'un bout de fesse. On en voit également dans votre livre, là, une publicité, là encore sans équivoque, pour une marque américaine de hamburgers. Combien de publicités, donc je le disais, on ne voyait que des parties de femmes. On va voir le corps sans tête d'une femme choisie pour illustrer un contrôle technique. Oui, mais c'est vrai que souvent dans les publicités, les femmes n'ont pas de tête ou pas de regard. Des fois, elles sont entières, mais elles n'ont pas de regard. Comme si l'homme ne pouvait pas avoir en face de lui un regard critique. Et quand je dis critique, c'est un alter ego, quelqu'un qui puisse se confronter à lui. C'est vrai que les femmes sont montrées, effectivement, sont complètement objetisées et déshumanisées. Peut-être la plus saisissante de votre livre, celle où on va la voir dans un instant, une femme court nue sur une plage, une pub encore une fois pour une voiture, soyez dur, j'aime. C'est vrai que c'est une publicité qui m'a vraiment posé question. Je me suis demandé, mais pourquoi soyez dur, j'aime? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas elle qui s'adresse à l'homme, elle ne s'adresserait pas à un homme comme ça. Est-ce qu'il va lui rouler dessus en voiture? C'est vraiment, je me suis dit, mais en fait, c'est les publicitaires, c'est une injonction faite à l'homme. Excite-toi, pour parler trivialement, bande. Et de ton désir, moi je fais ce que je veux. Et de ton désir, je peux tout à fait te donner envie d'acheter cette voiture. Mais c'est vrai que tout le temps, l'homme est sollicité sexuellement.
j'allais dire à nos dépens, parce que la femme est complètement réduite effectivement à un objet sexuel, qui là encore n'a pas de regard. On ne pourrait plus la voir cette pub-là, évidemment, mais elle résonne quand même avec l'actualité. Il y a eu, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, cette immense affiche sur le magasin Les Galeries Lafayette à Paris. Image, on va la découvrir ensemble, image d'une campagne de publicité d'une marque de sous-vêtements qui a fait sa marque de fabrique comme étant ces publicités, voilà, où on ne voit exclusivement qu'une partie de ce corps féminin. Elle a déclenché la colère à la fois de la maire de Paris, Anne Hidalgo, et d'un certain nombre d'associations féministes. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Ben, je pense que vraiment on doit en avoir super ras-le-bol, parce que je trouve qu'on a vu des photos plus choquantes que celle-là. La photo de la femme qui ouvre la bouche pour recevoir le sandwich, pour moi, est beaucoup plus choquante. Mais moi, personnellement, je trouve qu'il y a une hypersexualisation du corps de la femme et que ce n'est pas bien. C'est pas bien pour la petite fille qui grandit devant ses affiches, parce que forcément... Il y a une injonction au corps parfait, à la beauté. Il y a une injonction au corps parfait, forcément ça complexe les femmes, effectivement ça met en valeur le produit. On a vu bien pire que ça, et je trouve que justement ça prouve le fait que cette affiche suscite la réprobation et des actions de critiques fortes. Je trouve que ça montre à quel point aujourd'hui on en a ras-le-bol. Il y a eu cette fracture, le mouvement MeToo, l'affaire Weinstein, qui fait que cette campagne de pub qu'on a vue en France depuis des années et qui, pendant longtemps d'ailleurs, était plutôt considérée comme un bel objet, une belle photo, une œuvre d'art. Aujourd'hui, on est passé sur une autre lecture de ce genre de photos. Oui, c'est vrai. C'est toute une ambiguïté, parce que, en fait, quand vous grandissez devant des photos comme ça, le mouvement des femmes, c'est plutôt de se dire: oh là là, qu'est-ce que j'aimerais ressembler à ça, oh là là, et je ne ressemble pas à ça. Donc c'est d'en nourrir des complexes, mais ça devient aussi un idéal pour les femmes. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, depuis qu'il y a eu MeToo, je pense que MeToo, ça avait commencé avant le fait qu'on ne se permette plus de mettre des femmes à genoux ou de les traiter mal sur les affiches. Mais je trouve que MeToo a libéré la parole. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens disent: on en a ras-le-bol. Et oui, ça nous complexe, et oui, ça nous embête, et nous, on n'en veut plus. D'ailleurs, presque, il a fallu pousser le message publicitaire au plus loin. Au début des années 2000, c'était la vague du porno chic, notamment dans les campagnes pour les maisons de haute couture, où les femmes étaient délibérément montrées nues face à des hommes habillés dans des positions dégradantes. C'était le chic absolu. Il y a encore quelques années, Dolce & Gabbana, c'est quand même une grande maison de couture. C'est une affiche qui a été interdite quand même en Italie parce qu'elle a incité au viol, et ce que je pense que c'est vrai. Je trouve que ça donne une idée de la sexualité aux jeunes gens, horrible, froide. Alors vous voyez, encore une fois, la femme ne regarde pas. Les femmes ne regardent jamais l'homme, comme s'il ne pouvait pas se confronter à son regard. Et c'est un homme qui est regardé par d'autres hommes, comme si cet homme devait montrer sa virilité aux autres hommes. Et on a toujours l'impression que les hommes doivent faire leur preuve qu'ils sont des hommes, un petit peu quand même aux dépens des femmes. Alors votre livre, s'il est plutôt un ouvrage d'iconographie, il pose quand même la question de la responsabilité des uns et des autres dans ce qu'on a laissé faire pendant trop longtemps. Il y a toute une réflexion sur notre responsabilité subie à nous les femmes, à qui on raconte depuis toute petite des contes pour enfants. Exemple, le petit chaperon rouge. On serait habitués, nous, à voir l'homme comme un prédateur et à trouver ça normal, à considérer le monde extérieur comme dangereux et à apprendre à faire avec là où c'est un terrain de jeu. C'est vrai, absolument. On apprend à avoir peur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui encore, je suis sûre que quand vous sortez le soir, si vous vous êtes faite jolie, etc., vous faites attention. Et c'est vrai qu'on a peur toujours le soir. On fait attention en permanence quasiment. Alors bon, on vit très bien avec. Mais ça serait quand même bien une société où on n'aurait plus peur. Il faudrait arrêter de raconter le petit chaperon rouge aux petites filles? Non, il faudrait... le petit chaperon rouge, c'est un conte, c'est emblématique. Non, mais il faudrait dire que peut-être on peut se défendre contre le petit chaperon rouge. Et puis il faudrait surtout dire, parce que je pense que c'est pas agréable pour les hommes non plus d'être montrés comme ça. On les montre comme des bêtes de sexe, ce qu'ils ne sont pas. On les montre comme si leur sexualité est répressible, ce qui n'est pas vrai. Et on leur demande en permanence de prouver qu'ils sont des hommes. Et tant qu'à faire, des hommes puissants, des hommes riches, des hommes dominants. Or, on peut être aussi un homme, et on le voit avec le succès du Grand Bain, où on montre finalement des hommes qui sont défaits, qui sont des hommes qui sont au fond de la piscine et qui vont remonter et qui sont des hommes. Un homme, il peut être un homme, même s'il n'est pas riche, même s'il n'est pas dominant. Et une femme, elle peut être une femme, même si elle n'est pas soumise, même si elle n'est pas à genoux, même si elle est moche. Enfin bref. Et à la fois, et c'est aussi peut-être ce qui fait la complexité du mouvement MeToo et ce qui a créé des voix discordantes qui ont parfois été mal comprises,
vous évoquez aussi la responsabilité de certaines femmes qui ont pu utiliser aussi cette arme de la séduction comme un moteur, par exemple, dans le cadre du travail, et qui ont réalisé à quel point le coût avait été élevé, excessif par rapport à l'enjeu. On est tous élevés dans un système, et le système machiste, on en est tous imprégnés d'une culture, et effectivement pour les femmes le physique peut aussi être une arme massive, et il y a des femmes qui construisent pas leur carrière sur leur physique, mais ça peut vraiment aider, elles peuvent s'en servir, et forcément il y a une complicité. Le machisme peut aussi donner des privilèges à certaines, forcément il y a une complicité. C'est vrai qu'il y a une remise en cause globale à faire de tout ce qu'on pense, et c'est vrai que si on se défait du machisme, nous les femmes on perdra aussi certaines choses, mais je pense que ce qu'on va gagner sera beaucoup plus intéressant, notamment une vraie égalité, pas dans le sens où on aura tous pareil, mais où peut-être justement on pourra se rencontrer, se confronter, regarder. C'est pas pour rien que ce mouvement a été lancé par des actrices qui incarnent, s'il le faut, le glamour. Moi je trouve ça très intéressant que ça a été lancé par des actrices et à Hollywood, qui est quand même la fabrique des images. Et on a dit oui, les actrices c'est facile, elles sont riches, elles peuvent se permettre. Or c'est pas vrai, parce que c'est dans les milieux les plus compétitifs où il y a le plus de harcèlement et où les femmes sont les plus maltraitées, où les femmes sont le plus renvoyées à leur sexualité. Parce qu'il y a des femmes qui ont dit oui, mais la femme qui est femme de ménage ou qui est caissière aux prises uniques, etc., elle peut rien faire contre son patron. C'est pas vrai, parce qu'une femme qui est caissière aux prises uniques, elle peut toujours démissionner, elle retrouvera ce genre de poste. Alors que la jeune femme qui arrive à Hollywood et qui peut avoir le rôle de sa vie en couchant avec Harvey Weinstein, elle n'aura pas 2 fois le rôle de sa vie, un premier rôle. C'est beaucoup plus difficile. Donc elles sont vraiment en première ligne. Et en même temps, elles sont aussi en première ligne dans la complicité. C'est vrai qu'il n'y a pas de moche à Hollywood, il y a déjà une première sélection qui est faite. Mais cette complicité, elle se retourne forcément contre elle à un moment donné, parce qu'elle met trop en avant son physique, à 50 ans, on n'est plus bonne. Vous voyez, c'est vraiment... Ce qui semble certain, Agnès Grossman, c'est que MeToo a permis le débat. On parlait sur France 24 il y a quelques jours de cette publicité au Nigeria pour des cubes, vous savez, des cubes de cuisson à mettre dans la soupe. Publicité, on va la voir derrière vous, qui devait mettre en valeur la femme qui sait tout faire, à la fois être... voilà, c'est cette pub qui a déclenché vraiment la polémique, qui sait être très forte au travail, qui sait s'occuper de ses enfants, qui sait gérer le foyer. Le publicitaire a pensé bien faire en présentant une femme super forte, toujours avec le sourire. Et pourtant, dans ce pays, on a dit mais pourquoi nous les femmes on devrait accepter avec le sourire d'être l'esclave du foyer. On a l'impression que des portes sont ouvertes et qu'on peut réfléchir. Et là, on ne le faisait pas avant. Absolument. Des portes se sont ouvertes. Et personnellement, je trouve qu'en France, on passe un petit peu à côté de MeToo. Alors que je trouve que c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que je trouve qu'on en a très mal parlé. Il y a eu cette tribune de plein de femmes qui a fait de MeToo comme si c'était un mouvement qui était contre la galanterie, n'est-ce pas, à la française, contre la séduction des hommes, et comme si c'était quelque chose d'agressif contre les hommes, comme si c'était une chasse à l'homme. Or, c'est pas du tout ça, MeToo. Ces femmes, elles se sont plaintes d'avoir été agressées, d'avoir été violées pour certaines. Personne ne s'est plaint d'avoir reçu un bouquet de fleurs, ni d'avoir été dragué par Harvey Weinstein. C'était pas de la drague lourde, c'était vraiment un droit de cuissage qui est exercé. Voilà. Et les femmes se sont plaintes de ça, et je trouve qu'en France, on ne s'est pas assez penché là-dessus. Or, je trouve que c'est un mouvement qui est très intéressant, parce que non seulement il interroge sur la virilité, sur la féminité, il remet en cause cette adéquation qu'on a tous intégrée, y compris en Occident, qui est donc, encore une fois, soumission, féminité, domination, virilité. Mais en plus, je trouve qu'il interroge sur notre rapport au pouvoir. Parce que finalement, MeToo, c'est quoi? C'est un mouvement qui dénonce un abus de pouvoir. Et c'est un mouvement, je trouve, qui est très subtil. Parce que nous, les femmes en Occident, bien sûr, on a beaucoup de liberté. Et justement, je trouve que ce mouvement, il attaque à l'os, il attaque la camisole psychique que nous, on peut avoir, les femmes, qui va nous contraindre à être belles ou à être complexées, à oser faire les choses. Parce que c'est vrai que mater les femmes, là, il mate les femmes, John Wayne, c'est le patriarcat, il la traite comme si c'était son enfant. On mate les femmes en les regardant, mais ce regard est aussi quelque chose qui peut vous bloquer vos énergies. Voilà. Je pense qu'on le ressent tous, toutes, en tant que femmes. On va essayer de continuer à libérer nos énergies. On est sans doute qu'au début de ce grand mouvement. J'espère. Merci beaucoup Agnès Grossman d'être venue ce matin nous présenter ce livre dont je vous invite vraiment à regarder attentivement ces images qu'on espère ne plus voir. Belle journée à vous. L'info continue avec Damien Coquet juste après la pause. À tout de suite.